On est en direct. On est en direct. Bienvenue, vous qui êtes sur place pour venir à notre rencontre. Bienvenue à Nicolas Vitello, qu'on a la chance de recevoir ce soir, spécialiste du sommeil, neurologue C'est ça. de profession. C'est tout Et à fait. bienvenue à tous les gens qui nous regardent visiblement, peut-être sur Facebook, en Peut-être. live. Et ceux qui ne regardent pas en live, ils nous regardent en replay, puisque l'idée c'est que tu nous donnes, Nicolas, des conseils, Ok. des infos Ok. sur notre sommeil, qui n'est pas le meilleur des sommeils. Non. Je crois. Mais de manière des acteurs de santé. de tous les gens en De tous les général. gens, oui, Voilà, d'accord, les c'est une vraie enfants. problématique. Voilà. Je te laisse la parole et à la fin de ton topo, on fera des questions de salle. Et s'il y a des questions sur Facebook, Fred, là-bas au fond, que l'on ne voit pas, lira vos questions. Si Fred est OK, c'est bon, il est au platine, il a dit OK. Nico, à toi. Et Ok. je vais éteindre la lumière, sauf Ouais. si Fred il me dit que c'est trop pour C'est lui. bon, ce sera plus simple pour que vous voyez. Bah, merci Candice. Donc merci au Bazar de la Santé du coup de me permettre de parler du sommeil. Alors on est dans le cadre vraiment là très clairement de prévention et c'est important voilà, de prendre soin de son sommeil. Alors je l'ai appelé Soigne ton sommeil. Pourquoi? Alors j'espère vous convaincre. On va essayer de faire 50 minutes à peu près de présentation et un petit quart d'heure, 20 minutes de questions. Alors vous en aurez très probablement pas mal pour vous, pour vos enfants, pour vos conjoints respectifs, voilà, pour votre famille. En tout cas, le but, c'est essayer de vous convaincre qu'il faut prendre soin de son sommeil, que c'est extrêmement important pour vous, pour la santé, pour l'ensemble du personnel soignant, parce que il faut qu'on soit toujours dans l'activité et que c'est important qu'on soit aussi en forme. Et comment, j'espère vous prouver qu'il faut lui prendre soin et vous donner quelques petites pistes. Alors en guise de plan, du coup, une bonne introduction déjà, on va commencer comme ça. Alors, Candice m'a demandé de présenter sur les soignants. J'ai cru comprendre qu'il y avait, en effet, les soignants, ça veut à la fois dire rien et plein de choses. Donc il y a des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des professionnels peut-être de la petite enfance. Donc voilà, des ergos, enfin orthos, voilà, tout soignant en tout cas confondu. On n'a pas tous le même sommeil, on n'a pas tous la même activité professionnelle. Donc je suis resté sur quelque chose de très général également. Donc pour que vous puissiez rapporter chez vous quelques clés, quelques pistes sur comment améliorer votre sommeil. Donc en guise d'introduction, alors très rapidement, on dort à peu près 25 ans dans sa vie. Donc 25 ans en moyenne, c'est quand même beaucoup. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait pendant 25 ans quand même. Ça nous concerne tous, donc tous les animaux vertébrés dorment, que ce soit les humains, qui est un être vivant, mais aussi les chiens, les chats, les rats, les souris, etc. Donc c'est nécessaire à la vie. Alors ça a été fait dans des sombres années obscures de l'histoire où on a privé des gens de sommeil pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs mois, et on voyait que les gens mouraient. Donc ça veut dire que c'est bien nécessaire à la vie, donc d'où l'importance d'y prendre soin. Les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents en population générale, que ce soit adultes ou enfants confondus, que ce soit pendant les périodes un peu charnières, période scolaire par exemple. Pas de tomates, mais malheureusement, les troubles du sommeil sont très souvent négligés par les médecins. Alors de moins en moins, donc on est de plus en plus, nous, médecins, formés à dépister, les prendre en charge, mais en tout cas, dans la grande majorité des cas, avant, à l'époque, c'était « Ah ben docteur, je dors pas, tac, somnifère, allez, au revoir monsieur, au revoir madame ». À l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Il faut vraiment prendre en charge comme une vraie maladie, ou en tout cas de facteurs prédisposant à des maladies. Vous en êtes conscient, vous le savez, mais vous ne savez pas peut-être pourquoi et qu'est-ce que ça fait. Les troubles du sommeil sont aggravés par les nouvelles technologies, donc c'est quand même important. Les écrans, vous en entendez beaucoup parler, donc on va voir pourquoi. Et le fait d'avoir des troubles du sommeil, c'est un facteur de morbimortalité, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça provoque, ça déclenche des maladies cardiovasculaires, des maladies endocriniennes et des maladies psychiatriques. Et également, on le sait que le fait de mal dormir sur du chronique, on y reviendra, mais dormir inférieur à 6 heures pendant plus de 20 ans, par exemple, c'est un facteur de mortalité. On meurt plus vite. Okay. Je vous mets 2 exemples. Alors, j'ai tendance à vouloir interroger les gens, les faire passer, pas au tableau, mais en tout cas vraiment vous donner la parole. Donc j'aime bien que ça soit assez interactif. Alors désolé pour ceux qui sont en live sur Facebook, peut-être qu'il y a des questions, on peut accéder, mais en tout cas dans la salle là, je vous ai mis 2 exemples pour amorcer le topo, 2 exemples concrets. Est-ce que vous pouvez me dire du coup ces 2 catastrophes de l'ancienne ère vous reconnaissez donc
Le Titanic sur la gauche et sur la droite, peut-être un peu plus dur parce que la photo est très très moche, mais Tchernobyl. Donc pourquoi je vous parle de ces deux catastrophes de l'ère précédente? Parce qu'elles sont arrivées toutes les deux en milieu de nuit. Donc, et ce n'est pas anodin cette histoire. Le Titanic, vous le savez, le gars, il n'a pas vu l'iceberg, donc ils sont pris l'iceberg, tac, ils sont morts. Le Tchernobyl, alors c'est pas en lien avec de la somnolence, mais par contre le Titanic, on peut suspecter par exemple que le gars qui devait surveiller l'iceberg ne l'a pas vu. Peut-être qu'il s'est endormi, peut-être qu'il a des troubles du sommeil. Tout ça pour vous dire que le fait d'avoir des troubles du sommeil, vous le savez, alors j'enfonce des portes ouvertes, mais je veux bien appuyer et enfoncer le clou, c'est un facteur d'accidentologie extrêmement important. La première cause de mortalité routière, ce n'est pas l'alcool. Okay, je le redis, la première cause de mort au volant sur la tranche 24-35, ce n'est pas l'alcool, c'est la somnolence. Okay, on entend beaucoup parler de somnolence, mais le fait d'avoir cette somnolence est un facteur d'accidentologie. Et je viens de vous le dire, le fait d'avoir des troubles du sommeil, c'est un facteur de morbimortalité. Vous avez plus de maladies, vous mourrez plus vite. Vous allez me dire dans l'entreprise. Alors, première diapo, on va un peu parler des soignants au début de topo, puis après on va rentrer vraiment dans les conseils. Dans l'entreprise, 20 à 40% des salariés se plaignent de leur sommeil en lien avec leur boulot. 40%, c'est quand même pas anodin. Et c'est de plus en plus. La somnolence est un problème extrêmement important. 20% des accidents mortels, ça je viens de le dire. Le fait d'avoir des troubles du sommeil est une cause importante d'absentéisme scolaire. Je n'arrive pas à faire coucher mon enfant. Il se couche à 4 heures du matin. Je ne le réveille pas, je ne l'emmène pas à l'école. Ça, j'en vois plein en consulte. Accidentologie au travail. Le fait d'avoir de la somnolence en répercussion avec un mauvais sommeil peut favoriser, déclencher de l'accident au travail. 13% des salariés se plaignent d'avoir de la somnolence sur leur lieu de travail. Peut-être que soignant, vous avez déjà eu des troubles du sommeil, de l'endormissement sur votre lieu de travail, notamment en garde, en travail de nuit, en 12 heures, on va en parler. Et à peu près 40% des salariés se plaignent d'une mauvaise coordination entre les horaires de travail et les rythmes de sommeil. Et vous allez me dire, et chez les soignants, qu'est-ce qu'il en est? Chez les soignants, alors j'ai pris les médecins majoritairement et les infirmiers. Donc quelques études pour essayer d'illustrer. Donc une étude à peu près importante, plus de 10 000 personnes, plus de 1000 soignants. Et sur ça, 50% se plaignaient, se sentaient privés de sommeil en lien avec leur travail. Donc c'est-à-dire qu'un soignant sur deux, je répète, se plaint d'être privé de sommeil en lien avec son travail. C'est énorme. Beaucoup de soignants dorment moins de 6 heures par nuit lorsqu'ils travaillent, en semaine en général. Donc moins de 6 heures par nuit sur du chronique, c'est quand même assez problématique. Contre à peu près 45% en population générale. Donc c'est quand même pas anodin. Sur une autre étude, à peu près 300 soignants interrogés, à peu près 80% signalent un manque de sommeil. Alors après, il faut voir si c'est attribué à leur boulot ou pas, mais en tout cas, 80% manque de sommeil et en lien avec le travail en 12 heures. Donc après, on peut en discuter, etc. Et également, autre problématique, le travail de nuit. Le nuit fixe est problématique. Donc la question tout de suite que je vais répondre, est-ce que les soignants, tout confondus, ont plus de troubles du sommeil que la population générale? Oui. Okay. Et à peu près tout trouble du sommeil. On va les détailler, on va les revoir, mais en tout cas, la population de soignants, toutes confondues, médecins, infirmiers, aides-soignants, tout personnel qui travaille dans la santé avec des rythmes décalés, ou en tout cas des horaires à peu près une dysrégulation de sommeil, provoque, déclenche, favorise plus de troubles du sommeil. Et on s'en est aperçu également au moment de la crise Covid, où bien évidemment, si vous rajoutez des facteurs associés qu'on va voir après, ça déclenche encore plus de troubles du sommeil. Donc là, je vous ai listé à peu près, alors vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec les troubles du sommeil, mais je vous ai listé un peu comme un catalogue, tout ce qui existe sur le marché en termes de troubles du sommeil. Alors, vous avez les insomnies, insomnie d'endormissement, insomnie de maintien de sommeil, insomnie de réveil précoce ou de mauvais sommeil. Il n'y en a pas qu'une d'insomnie, donc ça c'est le premier message. Les troubles respiratoires, apnée du sommeil, il y en a plusieurs, obstructif, central. Les hypersomnies, narcolepsie, vous avez déjà entendu parler de tout ça, où on a besoin de trop de sommeil la nuit. La somnolence, qui est différente de l'hypersomnie. Hypersomnie, on a besoin de beaucoup de sommeil la nuit. Somnolence, on s'endort la journée. C'est un peu différent.
Okay. Les troubles du rythme circadien, ça, on va en parler longtemps. Les travails postés, les syndromes de retard et d'avance de phase, les travails en 3-8, en 2-8, tous ces problèmes-là sont en lien avec les soignants. Enfin, les soignants sont en lien avec ces problèmes-là plutôt. Les somnambulismes, sommeil profond, sommeil paradoxal, ça on n'en parlera pas, et les syndromes de jambes sans repos. Qu'est-ce qu'on voit essentiellement chez les soignants? On voit beaucoup d'insomnie, toutes confondues, insomnie d'endormissement, maintien de sommeil et réveil précoce et mauvaise qualité de sommeil. Le fait d'avoir des rythmes de sommeil et de travail différents de la population générale, ça favorise l'obésité, ça favorise la prise de poids et ça favorise donc du coup tout ce qui est maladie cardiovasculaire et dont l'apnée du sommeil. Et également les troubles du rythme circadien, on va y revenir. Il y en a beaucoup plus chez le soignant. Tous ces problèmes de sommeil chez le soignant sont aggravés, déclenchés, je viens de vous le dire, par des horaires décalés, des travails de nuit qui jouent un rôle extrêmement important. Ceci, ça provoque la charge mentale au boulot, la fatigue mentale, le stress, les multiples interruptions dans son travail. On m'interrompt, je reprends, on m'interrompt, je reprends. Les gardes, tout ça favorise les troubles du sommeil. Okay. Si vous avez des troubles du sommeil, je l'ai dit plus haut, mais c'est le cas chez le cadre des soignants, il y a un risque d'accidentologie à la fois au travail et sur le trajet. Ça impacte sur la santé physique, ça on va en parler un petit peu après, et ça impacte également sur la santé mentale. Ça favorise la prise de poids, on va y revenir, l'anxiété, la dépression, la sensation de mal-être au travail. Donc le message, déjà en première conclusion, les soignants ont des troubles du sommeil, en ont plus que la population générale, très probablement aggravés souvent par leur rythme de travail qui est différent de la population en général. Il faut les prendre en charge. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais ça c'est quelque chose d'important. Il faut travailler avec la médecine du travail, des structures comme les bazars de la santé, où il faut faire de la prévention, de l'éducation. Et ça, je crois que voilà, je remercie grandement Candice de me permettre d'accéder à ça, en tout cas pour aider la population. Travailler avec les directions, les cadres, je crois que c'est extrêmement important de les sensibiliser et qu'il faut bosser. Par exemple, je vous donne un exemple. Pas en France, pas en Europe, ou en tout cas dans la majorité des pays européens, mais dans l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, si vous êtes infirmière, que vous développez un cancer, que vous travaillez toute votre vie en travail de nuit infirmière, eh ben, on peut prétendre à une indemnisation au titre de maladie professionnelle. Okay, le fait d'avoir certaines maladies aux États-Unis qu'on attribue en lien avec leur travail, okay, qui n'est pas reconnu en France par exemple, mais qui est quand même le cas. C'est la même chose. Ok, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de vous parler, alors c'est bien beau de parler du sommeil, mais je veux qu'on ait à peu près tous le même discours. Ce que c'est le sommeil, comment il évolue au fil de l'âge, parce qu'un sommeil est différent en fonction de la tranche d'âge, comment il est régulé, ça c'est extrêmement important, avant d'arriver au conseil très pratique, très vraiment important. Un rappel sur le sommeil. Alors, rapidement, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition du sommeil? C'est quoi pour vous le sommeil? On parle du sommeil, mais ça veut dire quoi? Si j'ai pas de réponse, j'interroge. Hein. Et je commence par le fond de la classe. Mademoiselle Orange. C'est quoi le sommeil? Comment vous le définiriez? C'est quoi un sommeil en fait? Enfin, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Un état de repos. Un état de repos. Système nerveux. Un état de repos du système nerveux, oui, mais pas que. Récupération aussi. Alors ça, c'est une fonction. On le verra plus tard. C'est une mise en veille. Mise en veille. Mise en veille de quoi? De l'attention. De l'attention. Ah, de l'attention. Attention ou de la plus loin attention? Oui, mise en veille de l'attention. Oui, c'est vrai. Mais on peut être attentif pendant le sommeil, mais ça, c'est notre chose. Alors, c'est universel, nécessaire à la vie. Ça, j'enfonce des portes ouvertes. C'est un état de perte de conscience, okay, qui est transitoire, sinon ça s'appelle un décès. Alors, par contre, important. Les premiers messages sont importants. C'est dans une position particulière. On dort allongé. On ne dort pas comme la vache ou comme le cheval, on ne dort pas debout. Okay, on dort allongé. On dort dans un lieu particulier. On ne dort pas au fin fond du jardin. Hein. On dort dans une chambre, dans un lit, allongé. Okay, on dort à un horaire particulier. Contrairement au rat ou au chat, on dort quand il fait nuit et pas quand il fait jour.
Okay, il y a une activité cérébrale qui est très particulière pendant le sommeil, une activité respiratoire également qui lui est très particulière. Ce n'est pas une simple mise au repos de notre cerveau ou un simple j'éteins mon cerveau, ce n'est pas le cas. Vous rêvez, donc vous savez bien que vous avez une activité cérébrale qui est particulière pendant le sommeil, qui est différente de la veille, mais ce n'est pas une simple mise au repos du corps. Okay, il y a toute une modification de paramètres physiologiques, température corporelle, on va y revenir longtemps, hormonale, tension artérielle, sécrétion d'hormones, tout ça, qui est également importante pendant le sommeil. S'il y a une diapo que vous devez retenir, c'est un peu celle-là. Alors, retenez tout de suite, la mélatonine induit le sommeil. Retenez bien, la mélatonine induit le sommeil. Donc, cette diapositive, elle montre que le sommeil, au fur et à mesure d'une nuit, le sommeil est dynamique. Okay, il va évoluer au fur et à mesure d'une seule nuit. C'est-à-dire que le sommeil de début de nuit n'est pas le même que le milieu de nuit, qui n'est pas le même que le fin de nuit. Okay, donc le sommeil, il faut bien comprendre que ce n'est pas le sommeil, il y a plusieurs phases de sommeil pendant une nuit. Okay, une nuit est divisée en plusieurs cycles de sommeil. Chaque cycle dure entre 60 et 90 minutes et vous faites 4 à 6 cycles de sommeil par nuit. Okay, c'est ce que vous pouvez dire à vos enfants, le petit train du sommeil. Vous avez peut-être déjà employé ce terme-là. En fait, un wagon, et vous avez 4 à 6 wagons qui fait le petit train du sommeil. Donc, là, vous avez un hypnogramme, c'est l'addition des wagons. Donc, je vais vous l'expliquer très facilement. Quand vous êtes allongé tranquillement dans votre lit, vous êtes allongé, les yeux fermés, dans le noir, là, vous allez rentrer dans une première phase de sommeil, le sommeil lent léger. Puis, au fur et à mesure de votre sommeil, vous allez approfondir votre sommeil et vous allez rentrer dans une phase de sommeil qui s'appelle le sommeil profond ou le sommeil lent profond. Okay, puis, dans ce sommeil lent profond, sommeil extrêmement important, sommeil de la récupération de la fatigue physique. Okay, le sommeil profond, c'est également le sommeil de la sécrétion hormonale. Toutes les hormones du corps, la majorité, sont sécrétées pendant le sommeil profond. Okay, donc, sommeil léger, vous approfondissez votre sommeil, vous passez en sommeil profond, puis après, vous allez passer dans une autre phase de sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, on est paralysé, c'est comme ça. Tout le monde est paralysé pendant le sommeil paradoxal, les hommes en érection, mais en tout cas paralysé, et c'est le sommeil des rêves. Okay, et on est paralysé pendant le sommeil des rêves, c'est une belle évolution de la nature, parce que si vous rêvez, vous faites un cauchemar, vous vous barrez du lit si vous n'êtes pas paralysé. Okay, donc la nature a fait qu'on est paralysé pendant le sommeil paradoxal pour éviter justement de se blesser pendant qu'on rêve. Okay, donc ce sommeil paradoxal, extrêmement important, ce n'est pas le sommeil de la récupération de la fatigue physique, mais c'est le sommeil de la récupération de la fatigue psychique. Okay, donc retenez bien, donc vous êtes endormi, vous commencez à vous endormir, sommeil lent léger, puis vous approfondissez votre sommeil, sommeil profond, récupération physique, sécrétion d'hormones, puis vous passez en sommeil paradoxal, sommeil des rêves, vous rêvez, et vous récupérez psychiquement. C'est également ce sommeil-là extrêmement important, le sommeil de la récupération, de la consolidation de la mémoire. C'est pendant ce sommeil que vous allez apprendre également les choses que vous avez faites la journée. Okay, là, vous allez regarder ce graphique-là. Ce graphique-là, c'est un hypnogramme. Okay, donc, vous avez les heures, 23 heures, 6 heures, et vous avez les différentes phases de sommeil. Donc, dès que vous vous endormez, vous passez en sommeil léger, puis vous approfondissez votre sommeil, vous passez en sommeil paradoxal, vous vous réveillez. Un cycle de sommeil. Vous en faites 4 à 6 par nuit. C'est les wagons ou le petit train du sommeil. Okay, vous pouvez voir que très rapidement, au tout début de nuit, vous faites beaucoup de sommeil profond. En fin de nuit, vous faites beaucoup de sommeil paradoxal. Donc c'est pour ça, si vous faites une courte nuit, vous allez être efficient la journée qui suit parce que vous avez fait beaucoup de sommeil profond, de récupération de fatigue. Donc vous allez arriver à maintenir vos activités de la vie quotidienne. Okay, en fin de nuit, beaucoup de sommeil paradoxal, beaucoup de sommeil des rêves. C'est pour ça que vous vous rappelez de vos rêves au moment où vous vous réveillez, parce que vous venez de le faire en sommeil paradoxal. C'est pour ça que les garçons se réveillent un peu aussi en forme, okay, parce que vous venez de vous réveiller en sommeil paradoxal. Important, parce que le message, toutes les phases de sommeil sont importantes, vous l'avez compris, pour la sécrétion hormonale, pour la récupération physique, pour la récupération psychique. Donc une nuit, c'est pas 2 heures, quoi. C'est vraiment, il y a toute une répartition de votre sommeil qui est extrêmement importante.
ok. Souvent, peut-être votre grand-mère ou vos parents vous disent va réviser ta leçon, tu vas la refaire pendant ton sommeil, tu vas l'apprendre pendant ton sommeil. En fait, c'est vrai. En fait, pendant le sommeil, vous allez l'ancrer dans votre mémoire, vous allez avoir une consolidation mnésique pendant le sommeil paradoxal et notamment pendant le sommeil de fin de nuit. Ok. Donc le message, c'est que le sommeil dans une nuit est dynamique, il y a plusieurs phases, mais toutes les phases sont importantes. Ok. La mélatonine, elle est sécrétée par le cerveau et elle provoque le sommeil. Retenez ça déjà. Comment nous on voit ces différentes phases de sommeil? Donc très rapidement, sans vous en fouter, mais en tout cas c'est notre travail. On fait des enregistrements complets de sommeil où on met plein d'électrodes sur le corps et on voit en fait l'activité des yeux, du muscle, du cerveau, l'activité électrique cérébrale, l'activité respiratoire et on permet de faire en fait de voir les différentes phases, sommeil profond, sommeil paradoxal. Ah merde. Ok, bon, il manque une diapo, mais c'est pas grave. Maintenant, on va voir les fonctions du sommeil. À quoi sert le sommeil? Est-ce que vous pouvez me dire, comme ça, maintenant qu'on a vu comment il est structuré dans une nuit, comment on le définit, à quoi il sert? À quoi ça sert de dormir? Je vous ai dit plus haut que si on ne dormait pas, on mourrait. Donc c'est bien qu'il y a une fonction utile pour la vie, pour la survie même. À quoi ça sert? Récupérer physiquement. Donc récupérer physiquement, restaurer son énergie, on peut le dire aussi comme ça. Normalement, vous êtes censé être plus en forme quand vous vous réveillez que la nuit avant où vous êtes couché. Ok, quoi d'autre? À quoi ça sert? J'interroge. Hein. La dame en vert. Les fonctions autonomes, c'est-à-dire tout ce qui est travail de digestion, etc. Il y a des choses qui se passent la nuit. Ouais, digestion pas trop, mais oui, il y a une fonction endocrinienne, de sécrétion d'hormones, une fonction immunitaire. On sort d'une période de crise de merde, de Covid. Oui, le sommeil a une fonction immunitaire. On sécrète des hormones immunitaires voilà, pendant le sommeil, donc extrêmement important. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Bon, c'est déjà pas mal, on va essayer d'avancer. Donc, en effet, conservation, restauration, récupération d'énergie, donc ça, ok. Un rôle immunitaire, extrêmement important. Un rôle de mémorisation, je viens de vous le dire, hein, c'est pendant le sommeil paradoxal. De plasticité synaptique et de sécrétion hormonale. Là, je vous ai mis un petit schéma important. J'ai une question. Est-ce que vous savez à quel âge on acquiert la latéralisation, l'enfant? À partir de quel âge un enfant, on dit il est droitier, il est gaucher? 4 ans dans le fond? Non. 6 ans. Très bien. À partir de 6 ans, un enfant, dès qu'il est entré en CP, il doit être latéralisé, donc droitier ou gaucher. Et comment ça se passe en fait? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça se fait pendant le sommeil paradoxal. Okay, pendant le sommeil paradoxal, on a en fait ce qui s'appelle une plasticité synaptique. Quand vous naissez, vous avez plein de connexions entre vos neurones. Ils sont tous connectés. Et quand vous grandissez et quand vous dormez, en fait, vos neurones sélectionnent les connexions entre les neurones les plus importantes. Et c'est comme ça qu'on acquiert la latéralisation, par épissage, on trie ces synapses, on trie ces neurones pendant le sommeil paradoxal. D'où c'est important chez l'enfant d'avoir du sommeil paradoxal. Okay, pour les bons apprentissages. On pourra parler, si vous voulez, troubles d'apprentissage de l'enfant. D'où le sommeil important. Je vous donne un exemple très concret et très clair. Le lien entre le sommeil et l'alimentation. Ce lien, il est complexe, mais il est double. Il est à la fois hormonal et comportemental. Okay, hormonal, pendant la nuit, vous avez une sécrétion d'une espèce d'hormone qui s'appelle la leptine. Pardon. Cette hormone, elle provoque la satiété. Okay, donc la leptine, sécrétée la nuit, coupe la faim. Okay, et vous avez son petit jumeau maléfique, la gréline, qui, elle, ouvre l'appétit, ouvre la faim et est sécrétée en journée. Okay, donc vous avez une espèce de balance entre deux hormones jour et nuit. Si vous dormez moins, forcément, il y a peut-être une dérégulation de la balance de prise de poids. Okay, la sécrétion d'hormones de croissance, elle se fait en sommeil profond. Alors l'hormone de croissance, elle fait grandir, mais elle régule aussi la masse grasse. Okay, le cortisol, lui, il est sécrété non pas en début, mais en fin de nuit. Et pareil, si vous avez une mauvaise sécrétion du cortisol, alors bon, il y a une endocrinologue dans la salle, donc je vais peut-être pas faire l'affront de m'étaler, mais tu me coupes si je me trompe. Et ça peut influencer l'insulinorésistance et l'obésité. Ça, c'est sur le plan hormonal pur. Après, t'es d'accord ? Oui,
J'ai pas dit de bêtises? Bon. Et sur le plan comportemental, vous êtes soignant, vous l'avez expérimenté. Quand vous manquez de sommeil, vous changez vos comportements par rapport à la bouffe, où vous avez tendance à grignoter la nuit quand vous travaillez de nuit, vous mangez des bonbons, vous mangez des sucreries. Et souvent, c'est en plus vers les sucreries et moins vers le salé. Et en journée, quand vous êtes en dette de sommeil, vous manquez de sommeil, vous allez aussi faire moins d'exercice physique, consommer plus d'excitants, avoir tendance à plus manger. Donc tout ça fait que, en fait, peut-être le fait de diminuer sa quantité de sommeil ou d'avoir une maladie de sommeil prédispose en fait notre corps peut-être à grossir et du coup favorise, en tout cas on le sait, l'obésité et du coup qui en déduit les maladies cardiovasculaires. Ok. Est-ce que c'était clair pour vous déjà les fonctions de sommeil? Donc on pourrait en parler longtemps, mais j'ai essayé d'être assez rapide. L'évolution. Maintenant, on va voir comment évolue le sommeil. Alors, le sommeil, je vous l'ai dit, dans une seule nuit est un état dynamique. Il évolue dans une seule nuit. Mais le sommeil évolue également au fil des âges. Okay. Le sommeil d'un nourrisson n'est pas le même que le sommeil d'un enfant, qui n'est pas le même le sommeil qu'un adolescent, qui n'est pas le même d'un adulte jeune ou d'une personne plus âgée. Okay. Ce sommeil, donc avant de parler de troubles du sommeil, il faut bien savoir comment évolue notre sommeil. Okay. J'ai plein de gens qui viennent me voir en espérant dormir 12 heures à 80 ans, c'est mort quoi. Enfin, oui. Donc voilà, il évolue en durée et il évolue en structure. Okay. Donc là, si vous regardez ce schéma-là, donc vous avez les âges en bas, donc 0 jusqu'à 90 ans. Le bleu, c'est le sommeil profond, enfin, le sommeil non paradoxal, on va dire. Et le rouge, c'est le sommeil paradoxal. Vous pouvez voir que vous avez beaucoup de sommeil déjà quand vous êtes enfant. Et au fur et à mesure, ce sommeil il va diminuer en quantité dans tout son sommeil et va également diminuer en structure, c'est-à-dire qu'il y aura moins de sommeil paradoxal et moins de sommeil profond. Mais le sommeil paradoxal diminue plus que le sommeil profond. Cette diapo, elle est importante. Alors, elle est importante parce qu'elle explique pas mal de choses à la fois enfants et adultes. J'ai une petite question avant de regarder ça. Est-ce que vous savez à quel âge un bébé, un nourrisson, fait ses nuits? Et qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits? Non. Alors, oui, mais on va rester sur du général. À partir de quel âge on dit qu'un enfant ne fait pas ses nuits? Vous êtes vous tous peut-être parents. Déjà, ça veut dire quoi faire ses nuits? Et à partir de quel âge il doit faire ses nuits? Si on dit qu'il doit les faire à un moment donné. Faire ses nuits, ça veut dire quoi pour vous? Dormir 7 heures, 7 heures d'affilée. Alors déjà, c'est pas ça. Voilà. Faire ses nuits, ça veut dire dormir la nuit, tout simplement. Et non pas le jour. Le jour, il va y avoir des siestes, dans la journée, mais il doit faire ses nuits, dormir la nuit. Okay. Faire ses nuits, ça veut dire dormir la nuit. Il ne doit pas être éveillé la nuit, on peut le dire dans l'autre sens. À partir de quel âge un nourrisson doit dormir la nuit? J'ai entendu 3 mois. J'interroge du coup. Madame, du coup, vous dites quoi? Vous n'y êtes pas loin, c'est 4 mois. C'est à 4 mois qu'un enfant doit faire ses nuits. Classiquement, on dit 6 mois. Si à 6 mois, il ne fait pas ses nuits, ou il ne dort pas la nuit, il fait le bordel la nuit, c'est pas normal. Et là, c'est comportemental parental en général. Mais bon, on peut en parler aussi. Alors, ce schéma, je ne sais pas si en live il le voit, mais en tout cas, là, vous avez nuit, jour, OK, vous avez les heures. Vous avez 0 à 1 mois, 1 à 4 mois et après 4 mois. Donc là, vous pouvez voir que de la naissance, le premier mois, les traits, c'est les phases d'endormissement. Les cycles sont complètement anarchiques. Okay, toute la journée, la nuit, il est un peu à l'arrache, l'enfant. Il dort, il dort pas, il dort, il dort pas. À partir de 1 mois, on verra plus tard. Mais à partir de 4 mois, il est rythmé sur 24 heures. Okay, il doit dormir la nuit, être éveillé quand il fait jour. C'est ça que ça veut dire faire ses nuits. Après, bien sûr, la journée, il va y avoir des siestes, il va y avoir des alimentations mais par contre, il doit faire ses nuits à partir de 4 mois. On va parler rythme circadien pendant un moment. Un enfant, donc, il doit être rythmé, dormir la nuit à partir de 4 mois parce qu'on va lui apporter des donneurs de temps. Okay, on va lui apporter des donneurs de temps, donc c'est l'alternance jour-nuit, on va y revenir. Les alimentations à heure régulière,
l'interaction avec la mère, avec le père, enfin avec la famille, et l'exposition lumineuse, sortir en extérieur. Vous pouvez voir déjà 2 horloges, 25-24. On va y revenir. Le sommeil, au fur et à mesure des âges, il va diminuer. Il va y avoir une diminution du temps total de sommeil. Ok ? Merde, pardon. J'ai fait une bêtise. Hop. Un nouveau-né va avoir besoin de 15 heures de sommeil, à peu près. Un adulte jeune va avoir 8 heures de sommeil. Une personne de plus de 70 ans va avoir besoin de 6-7 heures de sommeil. Okay ? Donc retenez qu'il faut revoir nos espérances. C'est-à-dire, venez pas me voir à 90 ans pour dormir 9 heures. Venez pas me voir à 18 ans, je veux dormir 6 heures, je dors 12 heures. Bon, il faut revoir. Okay ? Donc retenez qu'au fur et à mesure où on grandit, où on évolue dans le temps, le sommeil de nuit diminue. Le sommeil de jour, les siestes. Donc pareil, il faut retenir que j'ai une autre question. À quel âge disparaissent les siestes chez l'enfant ? À partir de quel âge, on le reformule, à partir de quel âge c'est pas normal qu'un enfant fasse les siestes ? Bah, à 4 ans, ils arrêtent de leur faire la sieste à l'école. Ah, c'est pas parce qu'on les arrête à l'école que c'est normal. Physiologiquement, un enfant à 4 ans a besoin de sieste. C'est l'école qui fait qu'on arrête la sieste. Mais il en a besoin, l'enfant. C'est ça, À partir de 10 ans. Si à partir de 10 ans, l'enfant dort encore la journée, c'est peut-être qu'il faut aller explorer. Okay ? Mais en tout cas, retenez qu'inférieur à 10 ans, il a le droit d'avoir envie de faire une sieste. À 6 ans, 7 ans, 8 ans, un enfant qui s'endort en classe parce qu'à 13h ou en début d'après-midi, c'est peut-être que tout simplement, il a besoin de faire la sieste. Ce n'est pas forcément qu'il a un problème, quoi. Okay ? C'est le système scolaire qui fait qu'on ne fait plus faire la sieste aux enfants, mais physiologiquement, certains enfants ont un besoin de sieste. Et ce n'est pas anormal. D'accord ? Retenez 10 ans, plus de sieste. 3 siestes à 6 mois. Donc, au fur et à mesure que l'on grandit, le sommeil de jour, les siestes doivent disparaître, réapparaître à l'âge plus âgé, après 60, 70 ans, ça réapparaît. Si vous faites une sieste, c'est pas grave à l'âge adulte. Ok, on va y revenir. Le sommeil de l'adolescent est différent d'un sommeil d'adulte jeune. Les besoins de sommeil augmentent, ils ont des difficultés d'endormissement, ils ont un retard de phase d'endormissement, ils ont moins de sommeil profond, plus de phases d'éveil, et la sieste réapparaît un petit peu pendant l'adolescence. Alors maintenant, on va voir la régulation du sommeil. Vous avez vu comment on le définit, à quoi il sert, comment il évolue un petit peu au fur et à mesure des âges. Maintenant, gros morceau, pour que après je vous donne tous les conseils, mais il faut vraiment comprendre ça. Comment il est régulé ? En quoi le sommeil d'un humain est différent d'un sommeil de rat, de chien, de chat ou de paresseux ? Ces animaux ont un sommeil, mais en quoi le sommeil de l'humain est différent ? De quoi ? Ils ont moins de charge. Ouais, le paresseux, je pense que il est au top, lui. Alors, je vous montre ce modèle. Ce modèle s'appelle le modèle de Borbély. C'est ce qui explique tout dans notre régulation de sommeil. Ce modèle, quand on le voit comme ça, horrible, mais du coup, il est très facile à comprendre. C'est l'addition de 2 systèmes. Okay ? Donc, vous avez 2 systèmes qui régulent notre sommeil. Vous avez premièrement le rythme circadien et deuxièmement la dette homéostatique. On va aller voir les deux. Je vais vous expliquer tranquillement ce que c'est les deux, mais vous allez comprendre les deux. Okay ? On va d'abord se concentrer sur le rythme circadien. Le rythme circadien, ça veut dire 24 heures. Okay ? L'humain, l'homme avec un H, et avec un grand H en majuscule, est rythmé sur 24 heures. Okay ? Donc, le sommeil, je répète, est rythmé sur 24 heures. C'est-à-dire que vous dormez quand il fait nuit et vous êtes éveillé quand il fait jour. Okay ? Donc, éveillé, endormi, éveillé, endormi. Donc c'est un rythme de 24 heures. Votre montre, elle est réglée sur 24 heures. Ok ? Ça, c'est pas anodin. Vous n'êtes jamais posé la question, mais pourquoi 24 heures ? Pourquoi on est rythmé sur 24 heures ? Qui a dit à un moment, à l'instant T, on est rythmé sur 24 heures ? En fait, on a tous dans notre tête une horloge biologique. Ok ? On a tous dans notre petite tête une horloge biologique, on sait où elle est. Cette horloge biologique, elle est dans une structure qui s'appelle le noyau suprachiasmatique.
Okay, c'est toute petite structure dans le cerveau. Donc je reformule en sens inverse. Le noyau suprachiasmatique, c'est à l'intérieur même, en plein milieu de notre cerveau, toute petite structure, c'est l'horloge biologique interne qui va nous rythmer sur un rythme de 24 heures. Donc ce noyau suprachiasmatique, qui est l'horloge biologique interne, c'est un véritable oscillateur de fonctions neurovégétatives. Ça va sécréter des hormones, mais surtout ça va être en lien, ce noyau suprachiasmatique, avec une autre petite glande à l'intérieur du cerveau qui s'appelle la glande pinéale, qui elle va sécréter la mélatonine. Ok ? Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est faux. Je reformule dans l'autre sens. Le noyau suprachiasmatique et l'horloge biologique interne qui nous rythme sur un rythme de veille de sommeil sur 24 heures. En fait, c'est faux. On est rythmé physiologiquement sur 25 heures. Okay ? L'humain, avec la race humaine, on va dire, est rythmé sur 25 heures. Notre horloge biologique interne, donc le noyau suprachiasmatique, est programmé génétiquement sur 25 heures. Et tous les jours, vous allez absorber des choses extérieures, ou intérieures aussi, mais extérieures surtout, qui vont vous mettre sur un rythme de veille et de sommeil de 24 heures. Okay ? Et le principal synchroniseur de l'horloge biologique interne, c'est la lumière. Comment on sait ça ? On le sait parce qu'on met des gens, par exemple, vous avez vu peut-être pendant le Covid, qu'on mettait des gens dans des grottes dans le noir. Et bien tous les jours, ils se sont mis sur 25 heures et pas sur 24 heures. Ils décalaient progressivement leur heure de lever, leur heure de coucher de 1 heure jusqu'à arriver à un rythme libre au cours de l'horloge de 25 heures. Okay ? Et ça, c'est programmé génétiquement. C'est prouvé scientifiquement. On a tous des gènes clock, gène père. Enfin, bon, voilà. Donc, en reformulation, la lumière rentre dans le globe optique qui se projette sur le noyau suprachiasmatique, qui lui-même est notre horloge biologique, qui est réglée sur 25, mais du coup, ça va nous rythmer sur un rythme de 24 heures, nous faire endormir quand il fait nuit et nous faire éveiller quand il fait jour. Ok ? Je vous remets ces deux diapos que je vous ai mis un petit peu plus haut. En fait, cette diapo, l'enfant de 0 à 1 mois, il est en rythme ultradien, des rythmes tout petits, de moins de 24 heures. Il dort, il est éveillé, il dort, il est éveillé. À partir de 1 mois, il va être en rythme endogène de l'horloge. Il va être rythmé sur 25 heures. Ok ? On voit bien que tous les jours, il se couche, il se lève et il décale progressivement ses heures de coucher, ses heures de lever pendant 1 mois jusqu'à 4 mois de 1 heure. Ok ? Donc c'est à partir de 1 à 4 mois, le nourrisson va être en rythme de l'horloge et progressivement, son noyau suprachiasmatique va mûrir, va grandir et c'est en lui apportant des donneurs de temps, alternance jour-nuit, alimentation à heure régulière, interaction avec la mère et surtout l'alternance jour-nuit qui va faire que l'enfant va faire ses nuits, être rythmé sur un rythme de 24 heures, dormir la nuit, éveiller le jour à partir de 4 mois. Ok ? D'où l'importance de ces synchroniseurs de l'horloge biologique chez l'adulte également, qu'on va voir un petit peu après. Ok ? Comment ça marche ? Je vous rappelle vos vieux systèmes, vos vieux souvenirs de biologie quand vous étiez à l'école. La lumière rentre dans le globe optique, rentre dans l'œil, va se projeter sur la rétine. La rétine est composée de cellules, les cônes et les bâtonnets. Okay ? Ces cellules vont transformer un message lumineux en un message électrique, ça s'appelle la phototransduction, qui lui-même va se projeter sur l'aire visuelle, c'est l'aire postérieure du cerveau. C'est très schématique, hein, c'est très rapide. Et c'est comme ça que vous voyez, okay, globalement. Et bien, comment ça marche ? L'horloge biologique, comment elle marche ? Tout simplement, c'est très simple. Quand vous êtes dans le noir, je vous l'ai dit un petit peu plus haut, vous avez une sécrétion de mélatonine via la glande pinéale, via le noyau suprachiasmatique, qui va provoquer le sommeil. Et quand vous mettez de la lumière, ça bloque la sécrétion de mélatonine et ça n'induit du coup pas le sommeil. Ok ? C'est clair pour vous ou pas ? Parce que là, ça se complique. Du coup, vous allez regarder ce diaporama, ce graphique-là. La lumière blanche, la lumière du néon que vous voyez là, vous savez, c'est l'addition de plusieurs ondes lumineuses, l'arc-en-ciel, quoi. Le rouge, le vert, le violet, le bleu, etc.
Si vous décomposez la lumière blanche, c'est ce que vous avez là, vous avez une décomposition de la longueur d'onde de la lumière blanche, et là, vous avez la quantité de suppression, de sécrétion de mélatonine en fonction de la longueur d'onde de la lumière blanche. Si vous regardez, le pic de suppression, de sécrétion de mélatonine, c'est dans le pic et dans la longueur d'onde de la lumière bleue. Okay, donc je reformule, la lumière blanche diminue la sécrétion de mélatonine, mais d'autant plus la lumière bleue. Okay, et pourquoi je vous parle de ça? Vous l'avez vite compris, l'ennemi public numéro 1 du sommeil, c'est les écrans. Alors attention, souvent on nous accuse, médecins de sommeil, d'être anti-écran. C'est faux, on n'est pas du tout anti-écran, on n'est pas des comment on dit, on ne vit pas en campagne sans eau et électricité. Okay, on est très pro-écran, mais par contre, ce qu'il faut être très clair, c'est l'heure d'exposition. Quand vous êtes exposé à l'écran qui est problématique, ce n'est pas l'écran en lui-même. Okay. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une mauvaise exposition ou une mauvaise utilisation d'un écran qui est une source de lumière et qui est une source de lumière bleue, je coupe déjà tout de suite, la télé n'est pas considérée comme un écran. La télé, elle est à 3 mètres, donc elle n'est pas devant votre tronche comme ça. Donc du coup, vous pouvez regarder la télé le soir. Le problème, c'est tablette, smartphone, ordinateur. Okay. Non, parce que c'est un rétroéclairage par la liseuse, donc non. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une mauvaise exposition à la lumière, ça va dysréguler votre horloge biologique interne. Vous allez avoir une mauvaise exposition, une mauvaise sécrétion de mélatonine, et du coup, ça va provoquer de l'insomnie. Ok? Donc ça, c'est le rythme circadien. Rythme circadien très corrélé à la sécrétion de mélatonine, très corrélé à l'exposition lumineuse. Okay, ça régule notre sommeil, ça nous calque sur 24 heures, ça nous fait dormir la nuit, ça nous fait éveiller le jour. Okay, ça, c'est le premier système qui régule notre sommeil. Le deuxième, c'est la dette homéostatique, la pression homéostatique. Vous allez entendre ça aussi. Alors, la pression homéostatique, très facile à comprendre aussi. Vous avez ici 7h, 23h. Tous les jours, vous allez avoir une accumulation de pression de sommeil. C'est-à-dire que quand vous vous levez, puis toute la journée, vous allez avoir de plus en plus envie de dormir. Okay, jusqu'à arriver à un certain seuil, en général vers 23h, où la pression elle est tellement importante que vos yeux se ferment, vous bâillez, et tac, vous plongez dans le sommeil. Ou vous endormez devant la dernière série Netflix dans le canapé. Voilà, à peu près en général 23h. Vous récupérez cette pression de sommeil et c'est reparti quand vous vous réveillez. Ça n'a rien à voir avec la lumière, rien à voir avec la mélatonine. C'est en lien avec un produit qui s'appelle l'adénosine. Cette adénosine, en fait, c'est un produit de dégradation de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Vieux souvenir, c'est l'espèce d'essence qu'utilisent vos neurones pour avancer, pour être en action. C'est très présent dans le cerveau, cette adénosine. Alors, on le sait parce que si on injecte de l'adénosine en extracellulaire, ça va augmenter la pression de sommeil. Alors, tous les jours, cette pression de sommeil, elle est en lien avec que vos neurones, ils vont faire sortir de leur corps, enfin, le neurone va sécréter à l'extérieur de lui-même de l'adénosine qui va s'accumuler en extracellulaire et c'est ça qui va entraîner ce besoin de sommeil. Comment on le sait? Parce que si on injecte de l'adénosine dans le cerveau, ça provoque du sommeil et si on injecte un antagoniste des récepteurs à adénosine, on bloque la sécrétion des neurones de l'adénosine, ça va entraîner de l'éveil. Et alors, vous connaissez un antagoniste des récepteurs à adénosine, vous bloquez la sécrétion d'adénosine de vos neurones, et vous en connaissez, en fait, de ce produit-là. Et vous le consommez très régulièrement. La caféine. Le café, c'est comme ça que ça marche. Ça marche sur la pression homéostatique. Rien à voir avec le rythme circadien. Et c'est comme ça que, en fait, vous bloquez vos récepteurs à adénosine neuronaux, enfin sur les neurones, et vous empêchez la sécrétion d'adénosine de vos neurones. Et c'est comme ça que vous êtes plus éveillé. Okay, vous allez me dire, hey, moi le café, ça ne marche pas, je peux en boire 12, ça ne me fait rien. Oui, moi j'en bois un à 16h, je ne dors plus toute la nuit. En fait, chacun est programmé génétiquement, ces récepteurs sur neuronaux, ils sont programmés génétiquement, ils sont plus ou moins sensibles à la caféine, et ça, vous ne pourrez rien faire. Vous êtes programmé comme ça. J'espère vous avoir appris quelque chose, en tout cas. T'en boiras pas plus bas.
Ok, donc là on a vu la définition du sommeil, on a vu à quoi il sert, on a vu comment il est régulé, les deux systèmes de régulation, la mélatonine, les écrans. Maintenant les pathologies. Alors les pathologies, je vous ai projeté la diapo un petit peu plus haut, donc voilà, on ne va pas rentrer dans toutes les pathologies. Là on va se concentrer sur les troubles du rythme circadien, troubles du rythme circadien par mauvaise exposition à la lumière par exemple. Et va surtout rentrer dans les conseils pratiques. Je ne sais pas si je suis dans les temps, il faut me dire ainsi. Parfait. Ok. Ok. Donc en fait, on peut travailler sur la pression homéostatique, enfin, sur la régulation de votre sommeil. Alors, qui dans l'assemblée a besoin de 6 heures de sommeil pour être en forme? Vous levez bien la main. Ok, donc une personne sur, ouais, 2-3 personnes sur à peu près une quinzaine. Qui a besoin de 10 heures de sommeil pour être en forme? Bon, 12, 13 14, 15, bon. Vous aussi, madame? Qui a besoin de 7-8 heures pour être en forme? Bon, la majorité des gens. Donc en fait, on est tous programmés pour être soit un petit dormeur, soit un gros dormeur, soit un normodormeur. Okay, vous le savez, vous savez tous, si on vous interroge un par un dans la salle, si je pointe quelqu'un du doigt, combien de temps vous avez besoin de sommeil pour être en forme? Okay, donc le message, il est simple. Le premier qu'il faut dire, il faut adapter son temps passé au lit à son besoin de sommeil. Combien de les gros dormeurs, est-ce que vous passez le temps que vous avez besoin au lit? Non. Alors du coup, ben voilà, le petit dormeur, lui, qui va dormir 6 heures, ah ben lui, il va venir me voir pour que je lui prescrive un somnifère. Ben non, en fait, si vous avez besoin de 6 heures, vous êtes programmé comme ça pour avoir besoin de 6 heures de sommeil, et ben il faut respecter ce temps-là. Votre journée, vous, elle commence à 4 heures du matin. Ok ? Voilà, donc le premier message qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous programmés pour dormir une certaine quantité d'heures, et on peut essayer d'avancer, reculer, donner un peu plus de sommeil, mais le premier message, c'est vous écouter. Okay, et essayer d'adapter votre temps de besoin de sommeil au temps au lit. Si vous avez besoin de 6 heures de sommeil, le somnifère va servir à rien, par exemple. Il faut juste se calquer sur un bon horaire, vous dormez vos 6 heures. Voilà. Le deuxième problème, c'est qu'on a tous un chronotype aussi biologique qui, dans l'assemblée, se couche très très tard, minuit, 1h du matin, et aurait tendance à se lever plutôt à 8h, 9h, 10h du matin. Donc un couche-tard, lève-tard. Ok. Souvent c'est les jeunes, plutôt adolescents, plutôt adultes jeunes, qui est couche-tôt, lève-tôt, va avoir tendance à, le sommeil lui tombe dessus à 20h et va se lever à 4h du matin. Donc, ok, c'est plutôt les gens un petit peu plus âgés en général. Voilà, mais pareil, vous êtes programmé pour être soit un couche-tôt, lève-tôt, soit un couche-tard, lève-tard, soit un normodormeur, pareil, à peu près 23h, 7h. Okay, mais ça, cette typologie circadienne, vous le connaissez, vous le savez si vous êtes un couche-tôt, lève-tôt ou un couche-tard, lève-tard. Okay, alors nous, on peut vous aider, on a des questionnaires pour essayer de dépister, voir qui est quoi, machin, etc. Mais en tout cas, vous vous connaissez. Donc la réponse, la question aussi, c'est il faut respecter votre propre rythme. C'est-à-dire que vous savez si vous êtes un couche-tôt, lève-tôt, donc vous allez au lit à 21h et vous vous levez à 4h du matin. Oui, si vous sortez du boulot à 19h30, qu'il faut aller au lit, coucher les enfants, préparer à manger et que votre sommeil vous tombe à 21h et qu'en plus vous avez envie de regarder la dernière série Netflix, ben ouais, c'est problématique. Mais par contre, le problème, c'est pas de vous donner un médicament ou de vous... Voilà, le problème, c'est de vous écouter, en fait. Socialement parlant, c'est extrêmement dur quand on est couche-tôt, lève-tôt, que le sommeil tombe dessus à 21h. Socialement, c'est très compliqué. Vous avez la famille à gérer, le boulot, vous sortez tard et de plus en plus tard. Je ne sais pas, si vous êtes infirmier, que vous travaillez en 12 heures, vous sortez à 20h. Si votre sommeil vous tombe dessus à 21h, vous avez déjà une demi-heure de trajet. C'est quand même un peu problématique. Mais ça, du coup... je veux dire, nous, on peut vous aider, on peut essayer de trouver des solutions, mais c'est quand même aller toujours contre votre propre rythme de sommeil. C'est la société qui fait qu'on a des impératifs sociétals, mais on n'est pas tous programmés pareil, on n'a pas tous le même rythme de sommeil, on n'a pas tous le besoin en quantité de sommeil. Il faut essayer de s'adapter malheureusement à nos sociétés actuelles. Ok ? Si vous êtes un couche-tôt, lève-tôt, je vous donne un exemple, vous allez au lit à 20h, vous vous réveillez à 4h du matin. Ben ouais, mais il ne faut pas venir me voir parce que vous voulez un somnifère pour prolonger votre sommeil comme le conjoint jusqu'à 7h du matin.
et si vous avez 70 ans. D'accord ? Pareil, vous êtes un couche-tard, lève-tard, vous avez tendance à vouloir, votre sommeil vous tombe dessus à minuit. Ouais, mais le lendemain et tout, j'arrive pas à me lever. Et oui, si vous voulez à 5 h du matin pour aller au boulot, c'est sûr, c'est compliqué. Donc après, on conseille, voilà, peut-être de travailler avec l'employeur, la médecine du travail, pour essayer d'adapter les horaires. C'est possible. C'est possible, mais il faut bien comprendre qu'on essaye de nous mettre dans des cases, dans des normes sociétales où on doit tous être endormis à 23 h, tous se lever à 6 h. Voilà. Sauf que ça, c'est pas possible en fait. D'accord ? C'est pas possible parce que notre rythme, il est différent de personne en personne. Ok. Ça, c'est les premiers conseils. Les deuxièmes conseils, enfin autres conseils, c'est travailler sur l'horloge biologique. Ok ? L'horloge biologique, elle est rythmée sur 24 heures, elle est programmée génétiquement sur 25 et tous les jours, il faut absorber des synchroniseurs pour nous rythmer sur un rythme de 24 heures. C'est-à-dire pour avoir un bon sommeil, c'est un sommeil qui est très rythmé, qui est très régulier. C'est-à-dire vous vous couchez à heure régulière, vous vous levez à heure régulière. Okay ? Déjà, ça c'est important. Et du coup, on demande aussi de renforcer ces synchroniseurs, de se lever tous les jours à la même heure, si possible, et de se coucher à la même heure, si possible. Ça, c'est pour fixer l'horloge. On demande de manger 3 repas par jour. Je le répète, on demande de manger 3 repas par jour. Si vous saviez le nombre de personnes qui sautent le repas du midi, ok. Autre conseil, on peut travailler sur l'alimentation. Hein. L'alimentation, vous mangez quoi en ce moment ? La soupe. Soupe et un potage et un yaourt. Oui. Ça, c'est le menu de l'hiver. Et l'été, c'est salade yaourt. Et le soir. Ça, c'est faux. C'est une vraie erreur. Le soir, il faut manger conséquent. Il faut manger équilibré et conséquent. Je ne vous demande pas de vous enfiler une truffade. Je ne vous demande pas de manger gras. Okay ? Je vous demande de manger conséquent. Ça peut être bon, une truffade, mais rarement. Non, il faut manger des féculents. Le message, il est là. Il faut manger pain, pâtes, riz, patates, mais sucre lent. Les sucres lents, les légumineuses, pois chiches, etc. Les légumineuses vont favoriser l'endormissement, vont favoriser le maintien de sommeil. Okay ? De manger une soupe et un yaourt, ce n'est pas assez. Ça ne va pas vous maintenir votre sommeil. Vous risquez de vous... Si vous venez me voir, madame, que vous avez des éveils intra-sommeil et que vous voulez un somnifère, je vais vous dire non. Je vais vous dire d'abord de mettre des patates dans votre soupe. Parce que le fait de manger des sucres lents va maintenir votre sommeil. Vous n'allez pas forcément avoir la sensation de faim, mais par contre, votre corps va vous réveiller pour aller bouffer, en fait. Donc du coup, voilà, il ne faut pas manger lourd le soir, il ne faut pas manger gras. Les lipides sont durs à digérer et du coup vont repousser l'heure d'endormissement. Les protéines sont plus lourdes à digérer, donc augmentent la température corporelle, on va le voir un peu après, vont repousser l'heure d'endormissement. Donc il faut manger les protéines, viande, poisson, œufs, le midi. Il faut privilégier les protéines le midi. Et il faut manger des féculents, pain, riz, pâtes, patates, légumineuses, le soir. Okay ? S'il y a des diététiciennes, genre un point rouge là. Donc, on n'est pas tout à fait vraiment raccord avec les diététiciens, mais c'est pas grave, c'est moi qui ai raison. De toute façon, la soupe, c'est toujours avec une patate. Ouais, toujours. Oui. Autre point important et plus qu'important, qui dort avec une veilleuse ou un truc allumé dans sa chambre ? Qui fait dormir ses enfants avec une veilleuse dans la chambre et à partir de quel âge ? Plus depuis que j'ai rencontré le docteur Vitello. Voilà. En fait, la peur du noir chez l'enfant, alors l'humain est fait pour dormir dans le noir. J'espère que vous avoir convaincu qu'il ne faut pas de lumière parce que ça perturbe la sécrétion de mélatonine. On doit dormir dans le noir. Okay ? Volets fermés dans le noir. Souvent, on met je ne sais pas pourquoi, on met des lumières chez les enfants, des veilleuses. Voilà. À partir de quel âge l'enfant a peur du noir ? Parce que ça, c'est une vraie peur. L'enfant, à un moment donné, il va avoir une peur du noir. C'est tard. Alors, non, c'est 3 ans. À partir de 3 ans, l'enfant va avoir l'angoisse de séparation, il va avoir peur du noir. Donc, il va vous réclamer une porte ouverte, il va vous réclamer le parent. Bon, voilà. Par contre, avant 3 ans, pourquoi vous mettez des veilleuses ? Pourquoi vous mettez un doudou qui projette des lumières ? Pourquoi vous mettez des étoiles au plafond ? Ils sont très bons en communication, ceux qui te vendent. Mais moi, ça m'agace. Voilà. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça.
Ok. J'espère vous avoir convaincu sur ça déjà. Donc 3 repas par jour, dormir dans le noir, avoir des interactions sociales. Bon, voilà. Renforcer ses synchroniseurs externes, éviter l'alcool le soir. Bon. Ok. Gros point important quand on est soignant, température. Il va falloir travailler, alors Gandhi, si vous me regardez en français, mais c'est le vrai point problématique du soignant. Ok. Là, vous avez alors vous ne le savez pas, toute la journée, votre température, elle n'est pas constante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la température, elle va plus ou moins augmenter, plus ou moins diminuer. Ok. 5 heures, 5 heures, 5 heures. Donc là, vous avez les jours, ok, qui défilent. Là, donc vous le voyez là, jour, nuit, etc. Au fur et à mesure, votre température, elle va fluctuer entre le jour et la nuit. Ok. Donc si vous regardez bien, comment je vais l'expliquer, à partir d'un certain horaire, la journée, à partir du matin, la température corporelle ne fait qu'augmenter. Okay. Toute la journée, votre température va augmenter jusqu'à arriver à un seuil maximum de température corporelle qui est à peu près 17 heures. Ce que vous ne savez pas, c'est que la température, plus elle est haute, plus vous allez être attentif. Okay. L'attention, la concentration est très corrélée à la température centrale, la température corporelle. Donc toute la journée, votre température va augmenter jusqu'à arriver à un certain seuil maximum, à peu près 16-17 heures. Alors c'est très variable en fonction des gens, c'est programmé génétiquement aussi, mais en général 17 heures. Et c'est là où vous êtes censé avoir le max de votre concentration. Bon, là, c'est pas vraiment 17 heures, mais je vois bien que vous êtes concentré. À partir de 17 heures, non mais c'est important quand on travaille de nuit, on va y venir. Hein. À partir de 17 heures, la température, elle commence une amorce de descente. Ok ? Jusqu'à arriver à un certain seuil, à peu près vers 23 heures, où on vous s'endort. C'est ça qui aussi participe à l'endormissement. Donc le message aussi, si vous avez du mal à vous endormir, on a tendance à se couvrir. Non, découvrez-vous à Walp, à poil, et du coup ça va abaisser votre température corporelle encore plus. Il faut renforcer cette décroissance de température pour accéder plus facilement à la porte du sommeil. Okay. Puis, en première partie de nuit, votre température continue à diminuer, jusqu'au minimum de température, le nadir de température, qui est à peu près entre 4 et 5 heures du matin. Okay. Donc je répète, le minimum de température corporelle, il est aux alentours de 5 heures du matin, et c'est là où vous avez le moins d'attention, de concentration possible. Donc si vous êtes professionnel en travaillant de nuit, en 2-8, 3-8 ou en nuit fixe, vous le savez que c'est à ce moment-là où vous avez extrêmement sommeil, où vous baillez et vous êtes moins attentif. Moi, je suis médecin, j'ai été de garde. Quand on me réveillait à 3-4 heures du matin, tu as la tête dans les fesses. Parce que tu sais, ça m'est arrivé même plusieurs fois où on te réveille et tu te rendors, tu réponds à l'infirmière ou tu réponds à la question, tu sais même plus ce que tu as dit. Le lendemain, tu te réveilles, tu dis « Putain, on m'a appelé, qu'est-ce que j'ai dit ?» Ben oui, mais parce que ça, on vous réveille en plein de nuit, en sommeil profond en général, et souvent au minimum de température corporelle. Donc retenez bien que la température corporelle est très corrélée à l'attention, à la concentration. Okay. Puis après, vous remontez votre température et c'est reparti. La journée est repartie. Donc le message, c'est il faut favoriser cette courbe physiologique de température. Qui fait du sport après 20 heures ? Eh bien, erreur. Si vous avez une insomnie d'endormissement, si vous avez du mal à vous endormir, vous allez freiner en faisant du sport, en augmentant votre température corporelle, cette décroissance de température corporelle, et vous allez moins bien vous endormir. Donc si vous avez une insomnie d'endormissement, on conseille déjà de ne pas faire de sport après 20 heures. On conseille de prendre sa douche le matin et ne pas prendre sa douche le soir. Ou si vous prenez une douche le soir, prenez une douche plus froide. C'est horrible, mais c'est le vrai. Pas de bain le soir. Si vous avez des problèmes d'endormissement, bien évidemment. Okay. Et par contre, il faut favoriser aussi la montée de température quand on se réveille. Donc, privilégier le sport le matin, pour augmenter votre température corporelle. Activité physique le matin, exposition lumineuse importante le matin, moins d'exposition lumineuse le soir, pas d'écran. On arrête les écrans combien de temps avant l'heure souhaitée d'endormissement ? 1 heure, 2 heures. On dit 2 heures pour que ça soit 1 heure. Ok.
Alors, je répondrai à vos questions après, hein, j'enchaîne, j'ai presque fini. Vous allez dire, oui, mais la sieste, la journée. En fait, on a un rythme circadien, donc circadien 24 heures, vous êtes éveillé la nuit, la journée, endormi la nuit, mais il y a aussi des tout petits rythmes, des rythmes que l'on appelle moins de 24 heures, qui s'appellent des rythmes ultradiens, et du coup, la sieste fait partie de ces rythmes-là, réglés par l'horloge biologique, le noyau suprachiasmatique, tout ça. Et en fait, vous avez une rythmicité ultradienne de la sieste, c'est-à-dire que vous le savez tous, en début d'après-midi, vous avez envie de dormir. Qui pense que c'est en lien avec l'alimentation ? Moi, je pensais. Ben, c'est faux. En fait, que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas, vous allez quand même avoir un besoin de sieste en début d'après-midi. Ce besoin de sieste-là, il va être renforcé par l'alimentation, surtout si vous mangez lourd, etc. Mais en tout cas, ce besoin de sieste, il n'est pas du tout lié à l'alimentation. Okay, c'est un rythme physiologique qu'il faut préserver. Donc ce qu'on conseille, c'est bien évidemment, si vous avez ce rythme-là qui est plus prononcé chez vous, gardez-le. Faites la sieste, n'hésitez pas, c'est bénéfique, ça va augmenter votre concentration, c'est très bien. Par contre, elle doit durer combien de temps ? 20 minutes. 30 minutes max. Ok, donc 20 minutes en général. Mais par contre, la sieste, elle est contre-indiquée si vous êtes insomniaque. Et ça paraît con, mais toute sieste, le nombre de personnes, ah, mais moi je récupère quand je dors la journée. Oui, en fait, tu vas déréguler encore plus ton horloge et du coup, tu vas encore moins bien t'endormir le soir. Donc la sieste, je le répète, est contre-indiquée quand on a une insomnie, surtout une insomnie d'endormissement. Ok ? Il reste 3-4 diapos. Sur les travailleurs irréguliers, alors le problème, c'est les problèmes de travailleurs de nuit. Okay, sur les travails postés, alors je fais pas mal aussi d'informations grand public sur les entreprises, où ils sont très demandeurs, les médecins du travail, de conseils. Le problème, c'est pour les travailleurs de nuit, donc les 3-8 ou les travailleurs de nuit fixes. Okay, les 3-8, pardon, c'est qu'ils font un horaire du matin, 7 heures du matin, on va dire, un horaire du soir, d'après-midi, un peu comme les infirmières, et un horaire de nuit. Ce qui est problématique, c'est la rotation de ces horaires-là et les périodes de rotation. Est-ce que vous savez, physiologiquement, vous êtes... Alors, qui est infirmier dans la salle ? Ok. Ou est-ce que vous travaillez en 3-8 ou en 12 heures ? Vous travaillez en 12 heures, peut-être ? En 10 heures, ok. Alors, le problème, c'est les rotations. Si vous faites une rotation dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire vous êtes du soir, puis après on vous met de l'après-midi, puis après on vous met du matin, il n'y a rien de pire. Il faut respecter l'horloge biologique, il faut tourner dans le sens horaire. C'est-à-dire vous faites le matin, après-midi, nuit, matin, après-midi, nuit. La période qu'il faut faire, est-ce que c'est des courtes périodes ? Il faut faire une semaine de jour, enfin une semaine du matin, une semaine du soir, une semaine d'après-midi, une semaine du soir ? Ou est-ce qu'il faut faire un mois du matin, un mois d'après-midi, un mois de nuit ? Je vous pose la question, quel est le mieux pour vous ? Les longues périodes. Là, il faut faire des rotations dans le sens horaire et des longues périodes. Okay, les professionnels de santé, les infirmiers, personnels de nuit, etc., les médecines du travail sont quand même plutôt pas mal dans le milieu de la santé. Dans l'entreprise, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai encore vu des entreprises, pour ne pas les citer, Imagra, où ils ont des courtes périodes, des fois une semaine, 3 jours, puis ils repassent 2 jours, puis ils repassent 2 nuits, au bout de 3 jours, il n'y a rien de pire. Vos cadres qui vous rappellent parce qu'il manque quelqu'un pour passer 2 nuits, il n'y a rien de pire pour votre sommeil. Okay, vous êtes 2 jours, puis il manque quelqu'un, on vous met nuit, puis la semaine d'après, vous êtes de nouveau de jour, puis après on vous remet nuit parce qu'il manque encore quelqu'un. Il n'y a rien de pire pour votre sommeil. Okay. Donc oui, c'est bien d'aider, c'est bien d'accepter, c'est bien de dépanner, mais sur du long cours, c'est quand même assez problématique. Bon, ça, on s'en fout. Hop. Donc, pareil. Voilà, donc en gros, tout, c'est non exhaustif, mais en gros, pour bien dormir, il faut avoir une bonne hygiène de sommeil, une bonne hygiène de veille et même de sommeil. Voilà. Donc là, je vous ai mis un peu tous les conseils que l'on dit aux patients. Alors, on s'adapte bien évidemment aux patients. Je vous laisserai, Candice, la présentation, donc tu pourras les passer. Ah, pardon. Donc pas d'activité éveillante le soir, pas de douche, pas d'exposition aux écrans 2 heures avant l'heure souhaitée d'endormissement. Qui regarde le réveil la nuit ?
quand il se réveille. Pourquoi? Et alors, oui, non, mais oui, ça j'ai bien compris. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ça? S'il vous reste 2 heures, s'il vous reste 5 heures, ben, en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, vous voyez. Donc, déjà, ça sert à rien. C'est source d'angoisse. C'est ah putain, il me reste 2 heures. Merde, ah putain, je me lève dans 2 heures, c'est l'horreur. Et là, plus c'est ça, moins vous allez dormir. Donc, on conseille de ne pas regarder le réveil en milieu de nuit. Si vous avez programmé un réveil, quel est l'intérêt de regarder l'heure? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je rebondis parce que ta présentation, je te l'ai déjà vu faire avec la CPTS. Ouais. Et c'est le meilleur des conseils que j'ai retenu pour moi, en tout cas, effectivement. Ça a tout changé de ne plus regarder l'heure. Ah oui, ça avec enlève le le petit stress. bémol de je regarde pas l'heure. Et des fois, c'est quand même le matin. Oui, tu vas un peu Enfin, le jour. je tiens sur le conjoint, quoi. mais ça change tout. Qu'est-ce qu'on conseille? Ouais, je peux vous donner encore. Ah oui. Qui dort avec un animal de compagnie? Chien, chat? Levez bien la main là. On déconseille fortement de dormir avec un animal de compagnie. Souvent, dans les études, les chats rassurent les dames. C'est très sexiste, mais c'est pas grave, je l'assume. Mais par contre, de dormir avec un animal de compagnie, ça peut perturber le sommeil. Si vous avez un mauvais sommeil ou en tout cas des éveils pendant le sommeil, on déconseille de dormir avec un animal de compagnie. Ça bouge, ça chauffe le lit. Donc, s'il faut baisser la température corporelle, ça fait du bruit. Le chien, ça va, mais le chat, il est dysrégulé par rapport à nous, c'est-à-dire qu'il doit être éveillé la nuit, endormi le jour, donc il va vous faire un bazar dans la chambre. Donc, animal de compagnie, non. Vous avez déjà le mari et la femme, c'est déjà pas mal. C'est pas anodin. On n'est pas fait physiologiquement pour dormir à deux, d'accord? On est censé être fait pour dormir seul. Bien évidemment, de dormir avec quelqu'un d'autre, un autre humain, ça perturbe votre sommeil. Si le patient, le conjoint ou la conjointe ronfle, etc., bien évidemment, ça va perturber votre sommeil. Okay? S'il bouge, voilà. On conseille des 180, des 160, pas plus des 140. On est bien d'accord. On conseille des matelas séparés. Non, mais c'est des trucs bêtes. On conseille de changer de literie tous les 10 ans. Okay. On conseille une température de chambre à 19 degrés, 20 degrés max. Aérer tous les matins sa chambre. Changer de drap. On change de drap tous les combien pour éviter les acariens et l'asthme nocturne? On conseille tous les 15 jours. Est-ce que je le fais tous les 15 jours? Non, je suis un gros crasseux. Mais en tout cas, voilà. Pas de thé, pas de café, pas d'excitant après 16 heures. Le nombre de personnes qui consomment du thé à 17h, 18h. Après, non, enfin voilà. C'est plein de petits conseils comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui s'appelle de la thérapie cognitivo-comportementale, où on sait que c'est ça qui marche actuellement sur l'insomnie. Ce n'est pas de donner des somnifères. Okay. Le rituel de coucher, ça je vous le conseille. Si vous avez un rituel de coucher, lire sur livre, l'enfant, je ne sais pas, l'histoire, etc. Il faut préserver ce rituel de coucher, ça c'est extrêmement important aussi. Ok, donc je m'arrête là. J'espère vous avoir convaincu que le sommeil c'est universel, indispensable à la vie, que c'est dynamique dans une nuit, mais dynamique aussi au fur et à mesure de la vie. Que les problèmes de sommeil, c'est très important, il y en a beaucoup à tout âge, s'il y a un lien qui est évident avec notre société actuelle et les nouvelles technologies, et que voilà, on est là pour faire de l'éducation. Et je suis encore grand merci au Bazar de la Santé de me permettre de faire de l'éducation et de la prévention de santé, parce que on sait qu'on peut éviter de développer des vraies maladies à la fois cardiovasculaires, psychiatriques, endocriniennes, enfin, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai vu un de vos conseils, là, vous n'en avez pas parlé. C'était marqué se lever de 30 minutes sur son emploi. Ouais. Si vous avez une insomnie d'endormissement, vous êtes dans votre lit et vous faites la crêpe. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Ça ne sert à rien de rester dans le lit. Votre sommeil ne va jamais revenir. Okay. Donc on conseille de sortir du lit, d'aller vous occuper de manière calme et détendue dans le salon ou ailleurs, faire une activité qui vous détend et de retourner vous coucher que quand le sommeil revient. Et ça, il faut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois s'il le faut. Mais c'est la seule façon que votre cerveau y comprenne que quand vous êtes dans le lit doit servir à faire l'amour ou à vous endormir. Okay, mais il faut que votre cerveau, il est bête et discipliné, hein. C'est lui qui va provoquer votre sommeil. Donc il faut qu'il comprenne que quand vous êtes dans le lit, dans le noir, en position allongée, les yeux fermés, tac, sécrétion de mélatonine va vous déclencher le sommeil.
Si vous restez dans le lit et que vous faites d'autres activités que de dormir, attendre de dormir par exemple, regarder la télé, jouer à l'ordinateur, travailler, merci la période Covid, où les appartements ils étaient enfermés dans une même pièce à Paris, dans 20 mètres carrés, où ils faisaient tout dans le lit en fait, ben le cerveau il va plus comprendre que quand il est dans le lit, il doit déclencher le sommeil. Et après vous allez venir me voir parce que vous avez du mal à vous endormir et vous voulez un somnifère. Okay. L'insomnie, c'est pas une maladie du sommeil, c'est une maladie de l'éveil. Okay, c'est votre cerveau, il a du mal à rentrer, prendre la porte du sommeil pour accéder au sommeil. Donc du coup, il faut le discipliner, il faut lui apprendre à prendre la porte et du coup à tomber plus facilement dans le sommeil. Après, on peut vous donner un somnifère, ça va vous plomber, vous allez facilement vous endormir. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment vous endormir sans traitement. Et pour ça, on conseille tout ça. 30 minutes, vous ne regardez pas le réveil, hein, c'est de l'approximatif. Hein. Ça fait approximativement 30 minutes que vous n'êtes pas endormi, vous allez vous lever. Okay. 4h du mat. Même à 4h du mat. Si vous êtes levé pissé, que ça fait 1h30 que vous tournez dans le lit, ça ne sert à rien de rester dans le lit, il faut vous lever. Et retourner vous coucher que quand vous avez les signes du sommeil. Savoir reconnaître les signes du sommeil. Oui. Quels sont les signes du sommeil qui vous disent il faut aller au lit, il faut dormir? Bâillements, yeux qui piquent. Voilà. Bon, voilà, mais il y a plein de patients qui sentent pas ça. Ils n'ont pas les signes du sommeil. Ils ne bâillent pas, ils ne se sentent pas fatigués. Et voilà. Et du coup, il faut leur apprendre. Quand vous commencez à bâiller, il faut aller au lit. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Il y a une sophrologue un jour qui m'a dit que faire 20 minutes de sophro, c'était l'équivalent de 2 heures de sommeil. Donc ma question, c'est par rapport aux états modifiés de conscience, que ce soit la méditation, la sophrologie. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors moi, je suis très pro technique parallèle, on va dire, ou soins de support, enfin je ne sais pas comment on peut l'employer, mais... Intervention non médicamenteuse. Intervention non médicamenteuse. Je suis très proactif sur ça. Chacun a la technique qui lui est propre. Le but, c'est baisser votre niveau de vigilance. Donc du coup, que ce soit par des techniques de respiration avec de la sophrologie, des techniques d'hypnose, de concentration, de méditation, voilà. Tout ce qui est technique de gestion du stress, diminution d'anxiété et relaxation, on va dire au sens large, va vous faire accéder plus facilement au sommeil. C'est toujours pareil, c'est au moment où vous allez le faire. Donc si vous avez une insomnie d'endormissement, on conseille ces techniques-là à l'endormissement ou au réveil intrasommeil. Okay. Donc par exemple, à la clinique, j'ai développé, j'essaye d'être un peu plus jeu, mais donc j'ai développé de l'hospitalisation de jour où on prend les patients insomniaques psychophysiologiques, donc insomnie primaire, pas des insomnies secondaires à une dépression par exemple, je ne suis pas psychiatre, mais des insomniaques primaires, on les prend en hospitalisation de jour où on les montre, donc je les vois pour faire un bilan sur le sommeil, ils voient mes infirmiers, pour reprendre tout ça, redonner les bons comportements, les mauvais comportements et rectifier tout ça, donc de l'éducation. Voilà, mais ce n'est pas un programme d'éducation, c'est de l'hospice de jour. Un autre médecin que moi qui va apprendre des techniques de méditation pour essayer de baisser le niveau de vigilance, leur apprendre des techniques, leur donner des audios qu'ils doivent appliquer le soir à l'endormissement, etc. Et la psychologue pour faire un travail de thérapie cognitivo-comportementale avec un travail d'anxiété. Et on sait que ces techniques-là sont les seuls qui fonctionnent sur l'insomnie sur le long cours. De mettre un somnifère, évidemment, on vous annonce un cancer, vous avez un décès dans la famille, ça va être horrible, donc on vous donne un somnifère, mais ça doit être un contrat de 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Si vous dépassez ça, c'est une insomnie chronique, ça ne marchera pas sur le long terme, il faut passer sur des techniques comme ça. Donc si les états modifiés de conscience, pour votre question, je pense qu'il faut extrêmement les utiliser et qu'il faut les développer, même au contraire, dans nos services de santé, je crois que c'est extrêmement important. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tous les applis Alors les applis, soit sur le téléphone, mais il y a aussi plein d'objets maintenant non connectés, entre guillemets, pour s'endormir, et je vois que ça arrive aussi chez les enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend de l'objet. Ça dépend de l'objet. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, et je pense que c'est très bien, qu'il y a de très bons outils. Moi, je l'utilise dans ma pratique quotidienne en consulte, par exemple la montre connectée. La montre, l'iPhone, la montre connectée. Alors maintenant, les patients, ils arrivent à... Ma montre, elle dit que je ne dors pas, docteur. La montre, elle dit que j'ai dormi tant de temps, que j'ai ronfle et que j'ai fait de l'apnée. Oui, d'accord, bon, on va reprendre un peu tout. Mais oui, les montres connectées, par exemple, il y a même des bagues connectées.
il faut s'en servir. Les patients, de toute façon, ils ont accès à ces technologies et il faut rentrer dans l'air du temps et il faut s'en servir comme outil. C'est un très bon outil, pour moi, de prise en charge de l'insomnie des patients. Là, il faut bien comprendre que la montre, c'est un algorithme qui va vous dire, qui va capter, vous bougez pas, et en fonction de ça, il va reprendre à l'heure où vous bougez pas, et il va dire si oui ou non vous êtes en sommeil profond, en sommeil paradoxal. Mais en aucun cas, la montre ne va voir réellement si vous êtes en sommeil paradoxal ou en sommeil profond. Okay, c'est juste un reflet potentiel indirect d'un algorithme mathématique. Okay, donc oui, il faut l'utiliser. Moi, je la regarde avec mes patients. Mais par contre, il faut prendre pour ce que c'est. C'est un capteur de mouvement. Okay, donc on peut s'en servir. Quand les patients vous disent « je ne dorme pas, docteur », que là, vous lui mettez une montre et qu'il ne bouge pas pendant 7 heures, qu'est-ce qu'il a fait pendant 7 heures? Oui. Donc, c'est très bien en éducatif. Et Ouais. alors, aux autres objets connectés auxquels je pensais, il y a une question sur Facebook, c'est tout ce qui est boîte à morphée, le réveil, de relaxation, ah, ouais. ou des outils de cohérence cardiaque, par exemple, que tu peux avoir au coucher. Voilà. Ça peut être pris dans un rituel. Ouais. Moi, je dis, mais faites. C'est très bien, tout ce qui va de façon faire baisser, vous faire prendre la porte d'entrée du sommeil. Faites. Ouais, ça va dans les états modifiés de conscience. On en est jusqu'à j'ai vu des bandeaux. Ouais. Des bandeaux d'hypnose, de coucher. Ouais. Alors après, il y a du marketing à fond. Il faut faire attention du prix, de l'utilisation, de l'horaire d'utilisation. Pour ça, moi, je peux vous donner des conseils aussi. Hein, j'utilise des trucs. Il n'y a rien de mieux que l'humain, il faut être clair. Donc, il faut être guidé. Donc, tout ce qui est méditation, hypnose, sophro, je pense que vous ne pouvez pas le faire seul. Il faut vous faire aider. Okay, je crois déjà ça c'est le premier point. Après, tout ce qui est réveil connecté, ça je trouve ça très bien par contre. Le simulateur DOB, ça je trouve ça très bien, très utile. Voilà, il y a toute gamme de prix, il faut faire attention à ne pas se faire avoir. Mais par contre, je le conseille assez régulièrement pour le réveil un peu plus naturel, qui est très bien, notamment sur les hypersomniaques et sur les narcoleptiques. Voilà. Mais ouais, je trouve ça plutôt bien. Après, comme objet connecté, vous avez quoi encore ? Les lampes de luminothérapie. Alors les lampes de luminothérapie, moi je l'utilise. Alors il faut faire attention, vous avez vite compris que la lumière peut avoir une incidence à la fois positive ou négative sur le sommeil. Donc il faut. C'est pas la lampe de luminothérapie en elle-même, c'est l'horaire d'exposition. Je pense que j'ai une diapo sur ça. Non. On l'utilise pour le jet lag par exemple. La mélatonine ou la luminothérapie, on l'utilise pour les troubles du rythme circadien, de décalage de phase. Soit vous vous couchez très tard, vous levez très tard, vous avez un retard de phase. Soit vous vous levez très tôt, vous couchez très tôt, vous avez une avance de phase. Donc soit on peut avancer la phase, soit reculer la phase d'endormissement. Et ça, on utilise donc une combinaison mélatonine le soir au coucher et luminothérapie soit le matin au réveil pour repousser l'heure d'endormissement. Voilà, on utilise une exposition lumineuse adaptée à un horaire adapté avec une exposition à la mélatonine adaptée pour essayer d'avancer ou reculer les heures d'endormissement. Et du coup, la mélatonine en manque libre. C'est quoi votre question? Parce qu'il n'y a pas de question dans votre question. C'est bien. Alors c'est bien. Oui, voilà. Non, si. Est-ce que je l'utilise? Est-ce que j'en prescris beaucoup? Oui. Ce qui est important dans la mélatonine, il faut bien comprendre que c'est un apport extérieur de mélatonine qu'on a déjà naturellement, donc il faut toujours privilégier la mélatonine naturelle, vérifier qu'il n'y ait pas toutes ces problématiques-là avant même de prescrire de la mélatonine. Okay. Si vous prescrivez de la mélatonine, ça dépend de ce que vous voulez en avoir comme effet, c'est toujours le même problème. Si, moi la mélatonine, je mange qu'à 12 grammes, par exemple, 12 mg, pardon. Donc en vente en pharmacie, c'est maximum 1,9 mg. Okay. Chez l'enfant, je monte très largement 9, 12 mg sans aucun problème. D'accord ? Je ne vais pas vous demander de le faire. Okay ? Par contre, il faut vérifier si c'est de la libération immédiate, de la libération prolongée et quel effet vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un effet starter d'endormissement, il faut utiliser de la mélatonine à libération immédiate. Okay ? Il faut monter les doses, 3, 4, 5, 6 mg. Okay. Si vous voulez avoir un effet chronothérapeutique, c'est-à-dire agir sur l'horloge biologique, sur le rythme circadien, c'est des petites doses
et au long cours, 3 mois minimum pour avoir l'effet de la mélatonine. Okay. Si vous voulez diminuer les éveils intrasommeil, donc repousser l'heure de réveil ou diminuer les éveils intrasommeil après avoir travaillé sur tout ça, c'est la mélatonine à libération prolongée, le circadin par exemple. Okay. Donc voilà, la mélatonine, peu d'effets secondaires, très efficace, utilisée à un bon horaire particulier, à une bonne dose particulière sur un bon patient. Vous avez beau utiliser de la mélatonine, si vous n'avez pas la bonne indication, ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre argent parce qu'en plus, ce n'est pas remboursé. Moi, j'ai une question. Chez nos acteurs de santé au sens large, on est bazar, on prend nos aidants pour les mêmes problèmes de réveil nocturne, tout ça. On est à plus de entre 60 et 70% de femmes, avec tous les problèmes de femmes, et les préménopauses et ménopauses et post-ménopauses et tous les troubles du sommeil que ça peut poser. Dommage pour vous. Avec la température corporelle. Tu as des conseils particuliers pour... Ouais, alors oui. Alors bon, déjà d'être bien suivi par un gynécologue, déjà, éventuellement. Ça bien dépister, peut-être faire des bilans hormonaux. Alors après, ça dépend toujours pareil, ça dépend du type de plainte. Et si c'est pareil, une insomnie d'endormissement, une hypersomnie ou de la somnolence. Première cause me regarde avec des gros yeux, mais première cause de... Oui, toi. Alors tu me dis si je me trompe, mais la première cause d'insomnie, de réveil, on se réveille plein de fois, c'est une dysfonction thyroïdienne. Donc par exemple, le sommeil est dérégulé en premier quand on a un problème thyroïdien et le dernier à se remettre en place. Donc du coup, c'est important aussi. Il faut bien comprendre que ça peut être aussi symptomatique de vraies maladies, le sommeil. Donc c'est toute la difficulté où il faut bilanter et jusqu'où on pousse le bilan, etc. Donc voilà. Après, pour la femme, je pense qu'il ne faut pas hésiter à bilanter sur les périodes charnières. Ménopause, adolescence, pilule, tous ces trucs-là. S'il y a des troubles du sommeil, j'hésite pas à faire des bilans hormonaux. Je les fais peut-être très mal, parce que je ne suis pas endocrinologue, mais en tout cas, on essaye d'orienter. Et on les oriente vers la gynéco, la pilule, pas la pilule, laquelle, hormonale. Enfin voilà, c'est important d'orienter en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des questions encore sur Facebook ? Question sur Facebook. Moi, j'ai une question pour les très gros dormeurs. Ouais. Ça veut dire quoi, très gros dormeur pour vous ? 10 heures, on a dit. Ouais, ça va. Moi, je suis à 9 heures. Donc 10-11 heures. Ouais. Et c'est vrai que j'en connais, et ils finissent par se coucher tard, de plus en plus tard, à se décaler. Il leur manque une journée au bout d'un moment. Ta question, c'est pourquoi ils se décalent progressivement ? Ouais. Mauvaise exposition à la lumière. Premier truc, c'est ça. S'il y a un décalage progressif, ça veut dire rythme libre court de l'horloge, ça veut dire qu'ils se décalent sur 25 heures. Donc c'est qu'il y a un problème d'exposition, il y a un problème au niveau du noyau suprachiasmatique. Donc il se passe quelque chose. La première cause, c'est en général mauvaise exposition à la lumière. Donc là, il faut creuser. Je vous donne un exemple concret. Ça ne m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, à chaque fois, ça me fait mal. J'ai des enfants, 13, 10 ans, 14 ans, qui sont déscolarisés parce qu'ils jouent à la console de jeu jusqu'à 4 heures du matin. Voilà. Et du coup, quand il faut se lever à 7 heures, c'est compliqué. Mais voilà, parce qu'ils sont exposés à la lumière et ils dérégulent leur sommeil. Et après, pour les remettre dans le sens inverse, accroche-toi, c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de l'éducation, il ne faut rien lâcher sur les écrans. Je crois que ça, c'est un travail extrêmement important. C'est une vraie... Alors, je suis partagé, mais à l'école, on les fait travailler sur des tablettes. C'est très très bien. Mais par contre, le soir, les devoirs ne doivent pas être faits sur tablette, par exemple, ou sur ordinateur. Okay. Donc si tu as un décalage progressif de phase, il faut voir l'horloge, alimentation, exposition à la lumière, hormones. Ok. Il a coupé l'écran tout de suite. Bah ouais, mais c'est un geek, on le voit, il est derrière les écrans déjà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, au cours de la vie, l'endormissement change beaucoup. Moi, je dormais dès que j'étais couchée, je dormais très rapidement. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Ça veut dire quoi pour vous avoir du mal à vous endormir ? Une demi-heure. C'est normal, une demi-heure. Vu mon âge. Bon, voilà. Une demi-heure, ça fait rêver plein de gens, je pense. Oui. Ah oui. C'est si vous dépassez une demi-heure, c'est anormal, en général 1 heure.
Mais si vous vous endormez en une demi-heure, c'est très bien. Mais Bah pour oui. moi, c'est beaucoup. Bah, pour vous, parce que vous avez peut-être été habitué avant. Ah oui, Mais une demi-heure à votre âge, si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est très très bien. je suis rassurée. Ouais, j'espère. Oui. Une question, ouais, sur le sommeil, ça m'intéresse. Une question sur les méga siestes. Petite nuit, grosse sieste dans l'après-midi. Il a rien écouté. Hein. Non. C'est quoi votre question du coup? Enfin ta question du coup? Est-ce que c'est vraiment pas bien d'essayer de récupérer un temps de sommeil Alors, Si t'as pas suivi tous les conseils. Alors, si vous êtes infirmier ou professionnel, que voilà, vous avez fait la nuit et que vous êtes chauffeur routier, vous levez à 4 heures du matin et vous travaillez jusqu'à midi, et bien, que vous faites une sieste de 2 heures l'après-midi, c'est bien. C'est bien si vous n'avez pas de difficulté à vous rendormir la nuit qui suit. Ben, faites. Si vous n'avez pas de plainte de sommeil et d'endormissement, faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de... faut bien comprendre que si vous avez une plainte nocturne, j'ai du mal à m'endormir, je bouge la nuit, je ronfle, nanana, ou une plainte de journée, de répercussion la journée. Je m'endors, j'ai des troubles de concentration, j'ai l'impression d'être fatigué. Si vous n'avez pas tout ça, que moi vous couchiez à 4 heures du matin et que vous dormiez 2 heures, moi je m'en fous en fait. Si ça va, nous on va s'adapter s'il y a une plainte en fait. Il faut que dans la définition d'une insomnie, il faut qu'il y ait une répercussion diurne. Okay, de la somnolence, impression de ne pas être efficient la journée. Faut qu'il y ait une plainte diurne. Si vous n'avez pas de plainte la journée et que vous dormez par exemple un navigateur, il va dormir par bribes de 30 minutes. Ben, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il va dormir toute la journée, des bribes de 30 minutes, c'est pas grave. Si vous avez à la maison un sommeil de navigateur mais que vous n'avez pas de répercussions sur votre travail, sur votre vie privée, bah, tant mieux, tant pis. Enfin, c'est votre sommeil, il est comme ça, point barre, quoi. Enfin, vous voyez, c'est ça, c'est qu'on essaye de normaliser tout, mais en fait, on peut pas, en fait. Parce que notre sommeil nous est propre et il est différent en fonction de tout le monde. Okay, donc si vous faites 4 heures par nuit, mais que vous rattrapez ce sommeil en 2 heures de sieste, mais que vous bossez normalement, que vous n'avez pas de problème à la fois d'endormissement, de maintien de sommeil, une qualité de sommeil qui est bonne, et que la journée, vous êtes efficient, bah, c'est pas grave. Et si vous avez le temps, surtout de faire 2 heures de sieste. Mais si vous dormez 8 heures la nuit et que vous faites 2 heures, 3 heures, 4 heures de sieste la journée, là, il y a un problème. Pas d'autres questions? En tout cas, je crois qu'on a bien vu à quel point le sommeil, ça allait dans tous les pans de notre santé. Oui. Physique, mentale, sociale aussi, puisque ça touche à la société. Tu veux ça? Tu veux que je prenne le micro? Je prends le micro. Donc c'est essentiel. Oui. C'est au centre. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il faut parler santé mentale, tout ça, mais en fait, si on n'a pas la triade alimentation, sommeil, lutte contre la sédentarité, on peut faire ce qu'on veut à côté, et ça sera quand même la base de notre santé. Et le sommeil est très important. J'espère au moins vous avoir convaincu de ça. Bah, c'est sûr. Il montre aussi à quel point, pour faire de la prévention, il faut du temps. On ne donne pas les conseils comme ça. Parce qu'effectivement, ça va beaucoup plus vite toujours en médecine de prescrire quelque chose. C'est beaucoup plus rapide que la thérapie cognitivo-comportementale, sauf que c'est à nous de nous emparer de notre santé. Et pour ça, il faut faire ce que fait Nicolas là. Tu as semé d'autres graines en ligne. Tu as semé 20 graines en ligne, plus nous. Puis c'est des graines qui vont rester en ligne et les gens pourront aller regarder ton topo. Okay. Je ferai un épisode de podcast sur le sommeil avec un relais sur ça pour que plus on en parle et mieux on prend les habitudes et mieux on en parle aux autres aussi. Ok. Donc merci infiniment. Merci à vous. Et puis merci à vous d'être venus. Merci en ligne. Et on sera donc sur la chaîne YouTube. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.